Rick Harrison se tenait dans la salle d'audience, le corps tremblant de peur visible, et a prononcé l'impensable, « Oui, j'ai trafiqué des gens. J'ai blanchi des millions. J'ai tout fait. » Dans ce moment obsédant, alors que les mots résonnaient dans la salle, les spectateurs étaient stupéfaits, certains retenant leurs larmes, tandis que les jurés restaient assis, incrédules. L'homme qui était une icône bien-aimée de la télé-réalité, le visage de Étoile de Pion, a avoué des crimes que personne n'aurait jamais pu imaginer. Son aveu changerait à jamais la perception du public à son égard. Il ne s'agit pas seulement d'argent illégal, il s'agit de mensonges, de manipulations et de secrets enfouis profondément sous la surface de son prêteur sur gage de renommée mondiale. Qu'est-ce qui l'a poussé à avouer? Quelles preuves lui ont forcé la main? Et jusqu'où cet empire criminel s'est-il vraiment étendu? Restez avec nous alors que nous plongeons dans les détails effrayants de la chute dramatique de Rick Harrison. Ce n'était pas l'histoire à laquelle on s'attendait. La salle d'audience tomba dans un silence étrange, si lourd que le léger tintement des clés de l'huissier était le seul son que l'on pouvait entendre. Chaque siège était occupé, mais personne n'osait respirer trop fort. Rick Harrison, l'homme au cœur de tout cela, était assis à la table de l'accusé, la posture voûtée, sa présence autrefois imposante désormais réduite à l'ombre d'elle-même. Ce n'était pas la star charismatique de la télévision connue pour son esprit vif et ses négociations rapides. Ce n'était pas l'homme d'affaires confiant qui avait charmé des millions de téléspectateurs grâce à son expertise en matière d'antiquités et d'objets de collection. C'était un homme sur le point de démanteler tout ce qu'il avait construit, sur le point de dévoiler la vérité d'une manière qui briserait l'illusion pour toujours. Sa voix tremblait alors qu'il s'adressait au tribunal, agrippant le podium avec ses jointures blanches, ses mains visiblement tremblantes. C'était la première fois que beaucoup voyaient Rick Harrison aussi vulnérable. Ce n'était plus la peur de perdre de l'argent ou de la gloire qui le saisissait désormais, mais la prise de conscience que tout ce qu'il défendait s'effondrait en temps réel. Il inspira profondément, inspectant la salle d'audience, remplie de journalistes, d'anciens alliés, de partenaires commerciaux et même de fans venus de loin juste pour assister au spectacle. Et puis, d'une voix empreinte de culpabilité, de regret et de dégoût de soi, il commença à parler. Les mots qui suivirent détruiraient à jamais le personnage soigneusement construit qu'il avait passé des décennies à construire. C'était le début de la chute de l'une des icônes les plus improbables de l'Amérique, et le monde ne le verrait plus jamais de la même manière. Quand l'empire de Rick Harrison a-t-il commencé à pourrir de l'intérieur? Certains évoquent l'avidité, d'autres le poids des dettes non réglées. Des rumeurs circulaient concernant des transactions louches dans les arrière-boutiques de son prêteur sur gage, loin du faste et du glamour de la télévision. Personne n'a pu déterminer le moment exact où l'homme qu'il pensait connaître a commencé sa descente dans les ténèbres, mais le raid du FBI sur ses propriétés a révélé une réalité bien plus sinistre, le blanchiment d'argent, le trafic d'êtres humains, les registres secrets et les personnes disparues. Ce qui ressemblait à l'intrigue d'un thriller policier était en fait une vérité effrayante. Et tout cela était sur le point d'être exposé de la manière la plus publique et la plus dévastatrice imaginable. Les aveux de Rick Harrison n'ont pas été forcés, il n'a pas été trompé par une faille juridique ou déjoué par les procureurs. Non, son aveu venait d'un endroit plus profond et plus sombre que quiconque aurait pu l'imaginer. C'était le poids écrasant d'années de tromperie, de manipulation et de trahison qu'il avait finalement rattrapé, forçant le barrage de sa culpabilité à éclater. Alors qu'il racontait accord après accord, victime après victime, la salle d'audience était remplie de scènes si graphiques et horribles que même le juge chevronné, qui avait tout vu, était visiblement ému, essuyant une larme pendant que Rick parlait. Les aveux concernaient bien plus qu'un simple crime, il s'agissait d'une trahison. Trahison de la confiance, de la foi, de ceux-là même qui avaient cru en lui. C'était l'effondrement du rêve américain, de l'idée selon laquelle une personne ordinaire pouvait bâtir une fortune sans vendre son âme. Au début, l'histoire de Rick était une source d'inspiration. Un décrocheur du secondaire qui a défié tous les pronostics pour créer une entreprise de plusieurs millions de dollars. Étoile de Pion n'était pas seulement une émission de télévision, c'était une célébration de l'esprit entrepreneurial américain. Les fans ont admiré l'esprit vif de Rick, ses compétences de négociateur aiguisé et son intérêt sincère apparent pour les articles apportés dans sa boutique. Mais sous cette façade de charme et d'expertise se cachait une autre réalité, celle d'accords secrets, de réunions en coulisses et d'un réseau croissant de corruption qui finirait par le rattraper. À mesure que l'empire de Rick s'étendait, ces relations s'agrandissaient également en certaines légitimes, d'autres non. Des rumeurs d'implication dans des marchés illicites ont commencé à faire surface. Mais pendant des années, Rick a réussi à maintenir son image, toujours avec une longueur d'avance sur tout examen minutieux.
Ce n'est que lorsque le FBI a lancé une enquête approfondie que la vérité a commencé à éclater. Des mois de surveillance, d'écoutes téléphoniques et d'opérations d'infiltration ont finalement conduit à révéler toute l'étendue des activités criminelles de Rick. Malgré les preuves accablantes, il y avait encore un espoir quoique faible que Rick nie les accusations, rejetant la faute sur des employés voyous ou des ennemis conspirant contre lui. Mais cet espoir a été brisé lorsque Rick a pris la parole et, sans hésitation, a avoué tous les détails horribles. J'ai utilisé mon entreprise pour déplacer des gens. Je les ai vendus. J'ai blanchi de l'argent grâce à de fausses ventes. Je savais ce que je faisais. Je savais qui était blessé. Je l'ai quand même fait, a-t-il admis, la voix brisée tandis que la salle d'audience éclatait en halètements d'incrédulité. Les aveux de Rick ont envoyé une onde de choc bien au-delà de la salle d'audience. Les médias du monde entier se sont empressés de rapporter l'histoire. Les amateurs de étoiles de pion est entrés dans un deuil collectif. Les groupes de défense ont exigé des enquêtes sur la manière dont une personne aussi célèbre a pu opérer sous les radars pendant si longtemps. Mais dans cette petite salle d'audience étouffante, rien de tout cela n'avait d'importance. Tout ce qui comptait, c'était l'homme brisé qui se tenait sur le podium, faisant enfin face aux conséquences de ses actes. Au fur et à mesure que les aveux se déroulaient, Rick a détaillé comment il avait exploité des individus vulnérables, certains désespérés d'argent, d'autres pris dans des réseaux de trafic. Il a décrit de fausses factures, des images de sécurité falsifiées et des pots de vin versés aux forces de l'ordre, dressant le tableau d'un réseau corrompu si vaste que même les agents du FBI les plus expérimentés ont eu du mal à en croire toute l'ampleur. Les paroles de Rick dressent un sombre tableau de transactions conclues en coulisses, d'individus terrifiés traités comme des marchandises et d'une entreprise fondée sur la souffrance humaine. À la fin de cette première journée au tribunal, l'homme qui était autrefois le prêteur sur gage préféré des États-Unis n'était plus. Il n'était plus l'homme d'affaires affable et vif d'esprit qui avait diverti des millions de personnes. C'était un criminel, un trafiquant et un homme qui avait troqué son humanité contre du profit. Certains se demandaient pourquoi Rick avait avoué. Était-ce parce qu'il avait vu les preuves et réalisé qu'il n'y avait aucune issue? Ou était-ce le poids écrasant de la culpabilité qui l'a finalement poussé à avouer? C'était peut-être un mélange des deux. En fin de compte, même Rick Harrison ne pouvait plus se cacher du monstre qu'il était devenu. Ses aveux sont devenus le miroir de l'obsession de la société pour la célébrité, à quel point les gens sont prêts à ignorer lorsqu'une célébrité est impliquée. Alors que Rick était emmené menotté, la tête baissée, l'air dans la salle d'audience était chargé de la prise de conscience que même les visages les plus aimés peuvent cacher les vérités les plus sombres. Ce n'était que le début d'une histoire qui allait révéler des couches de corruption, de tromperie et de souffrance humaine bien plus profondes que quiconque aurait pu l'imaginer. Et tout a commencé avec un instant, une voix brisée et des mots dévastateurs, « Je l'ai fait ». L'ascension de Rick Harrison vers la gloire semblait être le rêve américain en mouvement. Un décrocheur du secondaire qui a transformé un prêteur sur gage en un empire de plusieurs millions de dollars, capturant le cœur de millions de personnes grâce à son esprit vif et son sens des affaires. Mais ce n'était que l'histoire que Rick avait soigneusement conçue pour le monde. La véritable histoire, celle cachée sous la surface, était bien plus complexe et plus sombre que quiconque aurait pu l'imaginer. Le charme de Rick Harrison était indéniable, mais c'est son sens aigu de la stratégie qui le distinguait véritablement. Il possédait une capacité unique à comprendre le comportement humain, il pouvait repérer un bluff, ressentir le désespoir et reconnaître quand quelqu'un n'avait aucune idée de la vraie valeur de ce qu'il détenait. Cette compétence, sa capacité instinctive à lire les gens et à naviguer dans des négociations complexes, deviendra finalement la clé de son succès. Le Gold and Silver Pawn Shop, que Rick a ouvert avec son père en 1989, n'a jamais été destiné à devenir un nom connu. Au départ, ce n'était qu'un prêteur sur gage parmi d'autres à Las Vegas, un endroit où les habitants pouvaient échanger leurs marchandises contre de l'argent rapidement. Au début, il s'agissait avant tout de survivre, garder les lumières allumées, payer le loyer et espérer qu'un objet rare franchisse la porte. Cependant, Rick a vu quelque chose que d'autres n'ont pas vu, le potentiel. Il avait une vision qui allait au-delà de la simple survie. Il imaginait non seulement une entreprise prospère, mais aussi une entreprise qui se démarquerait, qui pourrait attirer l'attention au-delà des murs du prêteur sur gage. Alors que la télé-réalité commençait à gagner du terrain au début des années 2000, Rick a reconnu une opportunité. Et si les gens pouvaient suivre les transactions quotidiennes dans sa boutique? Et s'ils pouvaient voir les vendeurs bizarres, les objets bizarres, les négociations bizarres et le drame qui se déroule dans les coulisses? Il lui a fallu des années pour présenter son idée au réseau, pour se retrouver ensuite rejeté après rejet. Mais en 2009,
History Channel a finalement tenté sa chance et Étoile de Pion est née. Le succès de la série a été tout simplement fulgurant. C'est rapidement devenu un phénomène culturel, attirant les téléspectateurs avec son mélange d'anecdotes historiques, d'histoires d'intérêt humain et la dynamique décalée de la famille de Rick. Rick, avec ses vastes connaissances et son esprit vif, est devenu le présentateur de la série. Contrairement à d'autres stars de télé-réalité qui prospéraient grâce aux drames fabriqués, Rick était authentique. Il n'avait pas peur d'appeler un vendeur et son attitude pragmatique l'a fait aimer des téléspectateurs. Il n'était pas seulement une personnalité de la télévision, il est devenu le visage d'une industrie du prêt sur gage en pleine expansion qui, grâce à lui, semble soudain glamour et intrigante. L'ascension de Rick vers la gloire a été rapide et, pour beaucoup, il s'agit d'une success story américaine classique. Il est passé du statut d'homme d'affaires local à celui d'icône nationale presque du jour au lendemain. Les couvertures de magazines ont suivi, les apparitions dans des talk-shows sont devenues monnaie courante et les partenariats commerciaux ont prospéré. Son prêteur sur gage est devenu une destination touristique incontournable, avec des millions de visiteurs affluant à Las Vegas juste pour prendre un selfie à l'extérieur. Le personnage de Rick l'homme avisé et autodidacte a captivé l'imagination de l'Amérique. Il était sympathique, un symbole du rêve américain. Mais derrière ce personnage terre à accent grave terre, les choses n'étaient pas toujours ce qu'elles paraissaient. Le public connaissait les difficultés de Rick, ses problèmes de santé, ses drames familiaux, ses risques professionnels, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le chemin de Rick vers le succès n'était pas tout à fait simple. À mesure que sa renommée grandissait, la pression pour tenir ses promesses augmentait également. Et avec cette pression sont venues les tentations. En privé, Rick a commencé à étendre ses activités, en forgeant de nouveaux partenariats, dont certains avec des personnes dont les pratiques commerciales étaient loin d'être éthiques. Au début, il s'agissait de petites faveurs et d'accords discrets. Mais au fil des années, ces accords sont devenus plus importants et plus discutables. Des objets d'une légalité douteuse ont commencé à apparaître aux prêteurs sur gage, et Rick, toujours opportuniste, a fermé les yeux. L'argent a commencé à sortir des livres, des entrepôts sont apparus sous différents noms et l'entreprise était en plein essor, mais pas de la manière transparente qu'elle paraissait. Comme Étoile de Pion a consolidé sa place d'émission phare sur History Channel, Rick s'est diversifié. Il a ouvert des restaurants, prêté son nom à des marchandises et conclu des mécénats d'entreprise. Mais plus il s'agrandissait, plus il se déconnectait de la personnalité humble qui le définissait autrefois. La renommée a apporté l'accès, et l'accès a apporté la tentation. Rick a commencé à organiser des fêtes somptueuses, côtoyant des politiciens, des célébrités et même des personnalités du monde criminel. Sa réputation d'homme d'affaires avisé a été rapidement éclipsée par les rumeurs d'un côté plus sombre, un réparateur, un homme capable de déplacer discrètement des objets de valeur sans poser de questions. Pendant des années, la personnalité publique de Rick est restée forte. Ses fans, qui croyaient en son image de travailleur acharné et de col bleu, étaient aveugles aux fissures qui se formaient sous la surface. Ensuite, les signes ont commencé à apparaître. Des différends juridiques avec d'anciens employés ont fait surface, les journalistes qui ont osé enquêter plus profondément se sont retrouvés menacés et les forces de l'ordre local ont discrètement commencé à surveiller ces transactions. Malgré les rumeurs grandissantes, l'empire que Rick avait bâti continuait de prospérer. Le tournant s'est produit lorsqu'un journaliste d'investigation a publié un article sur les prêteurs sur gage utilisés pour blanchir de l'argent. Bien que le nom de Rick n'ait pas été mentionné directement, l'article a provoqué une onde de choc dans l'industrie. Les spéculations sur son implication dans des transactions illicites se sont répandues comme une traînée de poudre. Il n'a pas fallu longtemps pour que des rumeurs lyriques à des opérations bien plus sombres, trafic d'êtres humains, activités sur le marché noir et stratagèmes financiers qui ne correspondaient pas vraiment. Mais jusqu'à l'intervention du FBI, il n'y a eu aucune arrestation, aucune accusation formelle, juste des murmures dans les recoins sombres d'Internet. Pendant une grande partie de sa carrière, Rick Harrison a été le maître négociateur, l'homme qui savait comment conclure un accord et se sortir de situations délicates. C'est cette compétence, sa capacité à contourner des questions difficiles qui lui a permis de garder une longueur d'avance sur le public. Mais au fur et à mesure que l'enquête du FBI se déroulait, il est devenu évident que l'image soigneusement construite de Rick Harrison était sur le point de s'effondrer. La vérité est apparue par couches, lentement au début. Les associés suspects, les hausses inexplicables des stocks, les procès scellés où chacun était une petite fissure dans la façade qui, une fois combinée, racontait une histoire beaucoup plus sombre. Et puis, quand Rick a avoué, tout a changé.
L'homme qui avait autrefois été le visage du courage et de la détermination américain a été exposé comme quelque chose de complètement différent. Il s'est avéré que son ascension vers la gloire n'était pas l'histoire de réussite que tout le monde avait été amené à croire. Il a été construit sur une base de secrets et de mensonges, avec des transactions louches et des activités criminelles cachées juste sous la surface. Alors que le public apprenait la vérité, les aveux de Rick ont brisé l'illusion. Sa chute n'était pas seulement la fin de la carrière d'un homme, c'était l'effondrement d'une idée, d'un idéal. L'histoire de Rick Harrison n'était plus seulement une histoire de succès. C'est devenu un avertissement, une mise en garde contre une ambition incontrôlée, un pouvoir sans responsabilité et les dangers de croire que quiconque, aussi charmant soit-il, est irréprochable. La chute de Rick Harrison a révélé à quel point la tromperie était profonde. Cela rappelle que le public peut être facilement séduit par une image bien conçue, mais que la vérité a toujours un moyen de se révéler, même si l'on essaie de l'enterrer. Et lorsque la vérité a finalement éclaté, la situation était bien plus sombre que quiconque aurait pu l'imaginer. Il avait été témoin de quelque chose qui allait changer sa vie pour toujours. Plus d'une fois, il a vu des camionnettes banalisées s'arrêter en pleine nuit, les fenêtres occultées, tandis que des hommes déchargeaient des cartons et des caisses des colis qui n'apparaissaient dans aucun des journaux de livraison du prêteur sur gage. La curiosité l'a amené à poser des questions, mais ses demandes ont été accueillies par un rejet froid et un rappel sévère de s'occuper de ses propres affaires. Quelques semaines plus tard, les images de ces mystérieuses livraisons le hantaient et il quittait son travail, à jamais accablé par ce dont il aurait pu être témoin. Mais les signes subtils mais indubitables de peur qui circulaient dans le cercle de Rick étaient encore plus révélateurs que ses actions indescriptibles. Ses proches ont vite appris, il y avait des limites qu'on ne franchissait pas. Certaines questions restaient non posées, certaines salles restaient interdites d'accès et certains numéros devaient rester intacts. Lorsqu'il était confronté à des divergences, la réponse de Rick était toujours d'un calme déconcertant. Sa capacité à rire des inquiétudes, à tisser des explications plausibles avec une telle facilité, a laissé la plupart des gens douter de leur instinct et repartir confus, ne sachant pas s'ils réfléchissaient simplement trop aux choses. Rick avait perfectionné le métier de la manipulation. Son charme, associé à sa présence autoritaire, garantissait que le voile du secret sur ses opérations restait intact. Au fil du temps, plusieurs partenaires commerciaux qu'il avait autrefois considérés comme un ami proche se sont éloignés, invoquant des différences de vision ou de vagues tensions créatives. Pourtant, officieusement, quelques voix courageuses se sont fait entendre. Ils ont raconté avoir été contraints de conclure des accords commerciaux louches, pour ensuite être abandonnés lorsque les choses tournaient mal. Rick, disait-il, semblait toujours sortir indemne, quelle que soit la profondeur du désordre. Le premier signe public de problème est survenu lorsqu'un ancien comptable a intenté une action civile contre Rick, alléguant une mauvaise conduite financière. La poursuite détaillait les allégations de documents fiscaux falsifiés, de transferts offshore suspects et de paiements à des tiers obscurs. Bien que le procès ait finalement été réglé à huis clos, l'affaire a fait brièvement la une des journaux. L'équipe juridique de Rick, rapide et bien financée, a écrasé l'histoire avant qu'elle ne puisse gagner du terrain. Pourtant, l'accord n'a pas réussi à dissiper le malaise croissant parmi certains. Quelques mois plus tard, un autre procès est apparu cette fois, une femme accusant l'entreprise de Rick d'être complice de son trafic. Elle a affirmé qu'elle avait été vendue à plusieurs reprises via des canaux connectés au réseau de pions de Rick et qu'elle avait été confinée dans l'une de ses propriétés liées à une société écran. Une fois de plus, l'équipe juridique de Rick a travaillé sans relâche et l'affaire a été classée sans suite. Mais maintenant, le FBI a commencé à y regarder de plus près. Des rumeurs faisant état d'une opération criminelle de grande envergure ont commencé à circuler au sein des forces de l'ordre. Un groupe de travail spécial a été discrètement constitué et des assignations à comparaître, des écoutes téléphoniques et des informateurs ont été lancés. Pourtant, Rick est resté imperturbable. Sa personnalité publique n'a jamais faibli, il a continué à sourire devant les caméras, à dialoguer avec les fans et à se présenter comme l'homme d'affaires charmant et axé sur la communauté que tout le monde admirait. Pendant ce temps, en coulisses, les preuves continuaient de s'accumuler. La dualité de l'existence de Rick est devenue de plus en plus évidente. D'une part, il a maintenu l'image d'une personnalité bien aimée de la télévision, organisant des événements caritatifs et faisant des apparitions publiques. De l'autre, il devenait un personnage central d'un réseau criminel complexe. Les agents fédéraux ont rapidement découvert une piste inquiétante lorsqu'ils ont confisqué l'ordinateur portable d'un ancien manager. À l'intérieur, ils ont trouvé des documents financiers qui ne correspondaient pas à ce que suggéraient les déclarations publiques de Rick. Les fichiers faisaient référence à des expéditions secrètes,
à des transferts d'argent importants et à des paiements récurrents à des personnes qui ne figuraient sur aucune feuille de paie. Encore plus effrayants étaient les dossiers remplis de photographies de jeunes victimes, capturées dans des salles stériles, presque cliniques, probablement cataloguées pour trafic. Interrogée, la gérante a affirmé son ignorance, affirmant qu'elle s'était contentée d'exécuter les ordres. Mais le schéma était indubitable. Rick n'était plus seulement un homme d'affaires, il était le cerveau. Et autour de lui, une toile de protection avait été soigneusement tissée. Des initiés de confiance s'acquittaient des tâches les plus dangereuses, les membres de la famille étaient tenus à l'écart des activités incriminantes et tout étranger qui s'approchait trop près était rapidement écarté ou discrédité. Bien que cela aurait pu rester caché pour toujours, un moment critique est arrivé lorsque l'un des plus proches collaborateurs de Rick, submergé par la pression juridique croissante, a proposé au FBI un accord, témoigné en échange de l'immunité. Ce lanceur d'alerte a fourni les pièces cruciales du puzzle, des informations détaillées sur les opérations de Rick, notamment les lieux de réunion, les codes cryptés, les transactions financières et même l'identité des victimes. Cette révélation était l'avancée dont le FBI avait besoin pour finaliser son dossier, mais même alors, Rick n'a montré aucun signe de peur. Il a continué sa vie publique, plaisantant avec ses fans, donnant des interviews et souriant aux caméras, apparemment invincible. Mais les chuchotements des forces de l'ordre sont devenus plus forts et ce qui était autrefois un système criminel clandestin est devenu indéniable. Les enquêtes secrètes se sont transformées en raids ouverts, et l'illusion soigneusement conçue de Rick Harrison en tant que pion star préféré des États-Unis a commencé à s'effondrer. Ce n'était que le début. Les premières fissures sont apparues dans ce qui avait été une façade méticuleusement travaillée. Les signes subtils ou les petites questions qui n'étaient jamais posées, les pièces dans lesquelles on ne pénétrait jamais avaient longtemps été ignorées par le public. Pourtant, dans les coulisses, les agents observaient tranquillement, compilaient des données et construisaient leurs dossiers. Ils avaient tout vu, les schémas de tromperie, la richesse inexpliquée, les couches de corruption cachées derrière un visage souriant. Alors que les touristes continuaient d'affluer vers le prêteur sur gage d'or et d'argent de Rick, croyant toujours que tout cela faisait partie d'une affaire inoffensive et originale, la véritable histoire s'est déroulée à huis clos dans les bureaux gouvernementaux de Las Vegas et de Washington, D.C. Ce qui a commencé comme une enquête sans rapport sur la traite des êtres humains a rapidement mis en évidence l'opération de prêt sur gage de Rick. Une série de transactions apparemment anodines et d'adresses liées ont révélé un lien inquiétant avec un réseau d'exploitation. Les sociétés écrans, les fausses entreprises et les actifs cachés ont tous conduit à Rick. Il est devenu clair pour le FBI que l'affaire n'allait pas être résolue par un seul raid. Ils avaient besoin d'une enquête méticuleuse et complète. Ils ont commencé par examiner les activités financières de Rick. Ils ont découvert des virements électroniques vers des comptes internationaux dans des pays connus pour leur blanchiment d'argent. Ils ont retracé les paiements en crypto-monnaie jusqu'au marché du dark web lié au trafic d'êtres humains. Ce qui a le plus choqué les agents n'était pas seulement l'ampleur de l'argent, mais aussi sa cohérence. Ce n'était pas un incident isolé, c'était une opération de longue date. La phase suivante impliquait une surveillance intense. Les lignes téléphoniques ont été mises sur écoute, les courriels interceptés et des agents infiltrés ont suivi la piste de l'argent. Ce qu'ils ont découvert était effrayant, des réunions nocturnes dans des lieux secrets, des communications cryptées et des mots de code énigmatiques. Ils ont trouvé des preuves d'opérations de trafic gérées comme une entreprise. Une communication entre les contacts de Rick faisait référence à « 2 de plus pour le désert ». Assurez-vous qu'ils sont nettoyés et étiquetés. Au départ, les agents pensaient qu'il s'agissait de marchandises volées. Mais après une enquête plus approfondie, ils ont réalisé qu'il s'agissait d'un code permettant de déplacer les victimes de la traite des êtres humains. Ce n'était pas un crime ordinaire. Il s'agissait d'un vaste réseau organisé qui a fonctionné sous le radar pendant des années. Mais le FBI savait qu'il lui fallait davantage pour mettre fin à l'opération. Ils avaient besoin de preuves irréfutables et c'est là qu'intervient Devon Rhodes, un associé de niveau intermédiaire avec une décennie d'expérience au sein de l'organisation. Il avait été impliqué dans le déplacement de marchandises et de personnes illicites sous couvert d'antiquité. Le FBI lui a fait une offre, témoigné, porté un micro et donné accès à tous les dossiers pertinents, en échange d'une protection, d'une réduction de peine et d'une réinstallation. Devon accepta et sa coopération conduisit à la découverte de nombreux documents fournissant la preuve finale nécessaire au démantèlement de l'empire de Rick. Des unités de stockage remplies de caisses mal étiquetées, de disques durs cryptés, de registres remplis de codes cryptés et de photographies de victimes pour la plupart jeunes, pour la plupart non identifiées dressaient un tableau horrifiant de l'ampleur et de la sophistication des activités criminelles de Rick.
Devon a joué un rôle central en guidant les agents fédéraux vers des épisodes spécifiques de Étoile de Pion, où les communications secrètes entre Rick Harrison et ses partenaires criminels avaient été stratégiquement codées. Les phrases apparemment innocentes prononcées par Rick à l'antenne étaient, en réalité, des signaux chacun étant un marqueur indiquant la conclusion d'une transaction, l'arrivée d'un nouveau lot de stock ou même un changement de lieu. Pour un œil non averti, ces échanges apparaissaient comme de simples plaisanteries décalées entre les acteurs. Mais pour ceux qui connaissent le langage codé, il s'agissait tout sauf d'une conversation informelle. Chaque rire, chaque poignée de main, chaque sourire faisait partie d'une dissimulation soigneusement élaborée. Avec suffisamment d'élan suite à ces révélations, l'enquête était prête à dégénérer en action en justice. Cependant, avant que les agents n'interviennent, ils devaient comprendre toute l'étendue du réseau criminel de Rick. Ils avaient besoin de réponses à des questions cruciales, qui d'autres étaient impliqués? Y avait-il des acheteurs? Les liens étrangers ont-ils joué? Et ce qui est peut-être le plus inquiétant, c'est que la chaîne de télévision elle-même était complice d'une manière ou d'une autre. Pour découvrir ces réponses, les agents ont suivi la piste de l'argent. Une enquête approfondie de 6 mois sur le réseau financier entourant les entreprises de Rick Harrison a révélé une tendance systématique et effrayante. Les fonds étaient acheminés vers divers canaux, notamment des comptes bancaires offshore, des œuvres caritatives fictives, de faux centres de réadaptation et de fausses sociétés d'évaluation d'antiquités. Beaucoup de ces entités ont servi de façade, non seulement pour blanchir de l'argent, mais aussi pour traiter de nouvelles victimes ou cacher des fonds provenant d'activités de trafic. Une découverte particulièrement inquiétante a eu lieu lorsque le FBI a visité un soi-disant centre de réadaptation au Nouveau-Mexique. Ce qu'ils ont découvert dépassait tout ce à quoi ils s'attendaient, une installation vide, à l'exception d'un sous-sol verrouillé. Lorsque la porte a été ouverte, les agents ont été confrontés à une scène sinistre, des matelas, des contraintes et des documents effrayants contenant des photographies de personnes disparues, dont certaines ont ensuite été reliées à des reçus trouvés chez le prêteur sur gage de Rick. L'horreur de ce qui se passait était indéniable. Avec un dossier de près de 2000 pages, les preuves étaient accablantes. Les entretiens, les enregistrements d'écoutes téléphoniques, les audits médico-légaux, les témoignages et les photographies ont tous conduit à la même et horrible conclusion, Rick Harrison n'était pas un simple spectateur dans cette opération. Il était le cerveau, le pivot qui maintenait un vaste réseau criminel. Cette entreprise, fondée sur la dépravation et les activités illégales, a échappé à toute détection depuis bien trop longtemps. Pourtant, alors que le FBI se préparait à agir, les agents savaient qu'il ne s'agirait pas d'une simple arrestation rapide. Cette enquête était bien plus que simplement traduire un homme en justice. Il s'agissait de démanteler tout un système, d'exposer le réseau obscur et de reconstruire la confiance brisée du public. Le feu vert est venu du ministère de la Justice, et le FBI était armé de mandats d'arrêt et d'une équipe d'agents d'élite, prêts à agir. Pas seulement sur Rick, mais sur chaque partie de son opération. Il s'agissait de l'une des plus grandes arrestations coordonnées à Las Vegas depuis l'époque de la foule. Le jour fixé, l'opération fut mise en branle. La surveillance a été renforcée, des hélicoptères ont été mis en attente et des camions de transport ont été déployés dans les zones clés. Au moment où le soleil se levait, des agents fédéraux avaient déjà encerclé le magasin principal de Rick, sa maison et son entrepôt privé au nord de Las Vegas. On ne frapperait pas poliment à la porte. Les agents ont défoncé les portes, saisi des ordinateurs, confisqué des téléphones et percé des coffres-forts. Pendant ce temps, Rick, inconscient de l'effondrement imminent de son empire, a été arrêté dans un café tranquille juste à l'extérieur de la ville. Lorsque l'agent qui l'a arrêté l'a informé des accusations, Rick a demandé, incrédule, s'il s'agissait d'une sorte de farce. Ce n'était pas le cas. La nouvelle est tombée quelques instants après son arrestation, envoyant une onde de choc à travers le monde des prêteurs sur gage. Les réseaux sociaux ont explosé de réactions. Les fans ont été dévastés, les critiques ont affirmé que c'était attendu depuis longtemps, mais pour le FBI, la célébration a été de courte durée. Ils savaient que l'enquête était loin d'être terminée. En fait, cela ne faisait que commencer. Pendant des années, le Gold and Silver Pawn Shop était un symbole de l'entrepreneuriat américain. Sa signalisation rouge et blanche, située juste à côté du célèbre strip de Las Vegas, était devenue aussi emblématique que n'importe quel casino du boulevard. Les touristes faisaient quotidiennement la queue devant ses portes, désireux d'apercevoir une célébrité ou de vendre un trésor oublié. À l'intérieur, les caméras tournaient et Rick Harrison jouait son rôle à la perfection, plein d'esprit, vif et charismatique. Mais en coulisses, une réalité bien plus sombre existait.
Le monde que les téléspectateurs voyaient à la télévision était très éloigné de l'opération qui se déroulait réellement sous la surface. De l'extérieur, Rick avait bâti une entreprise familiale qui semblait authentique. Rick, son père, son fils et une petite équipe formaient le cœur de la boutique. Cela semblait être l'établissement familial parfait. Les producteurs de Étoiles de Pion s'est penché sur cette image, promouvant l'idée que le magasin était autant une affaire de personnes que de produits. Cependant, derrière cette façade se cachait une opération complexe, qui brouillait la frontière entre les activités légitimes et les transactions illicites. Chaque centimètre carré du magasin avait une utilité et rien n'était laissé au hasard. Tout a commencé dans les arrière-salles, des espaces que la plupart des visiteurs n'ont jamais vus et que les caméras ont rarement capturés. Les employés savaient que ces pièces n'étaient pas de simples zones de stockage, ils étaient bien plus importants. Ces zones manquaient de caméras de sécurité, créant des « zones mortes » où se déroulaient des transactions officieuses. Seuls quelques clients sélectionnés, généralement sur recommandation, ont été conduits dans ces salles pour des négociations privées. Certaines de ces salles étaient déguisées en laboratoire d'évaluation, d'autres en salon VIP. En réalité, il s'agissait de centres d'activité de blanchiment d'argent. Les caisses arrivaient dans des fourgons de livraison banalisés, souvent présentés à tort comme des envois d'antiquités. Pourtant, le contenu de ces caisses correspondait rarement aux éléments répertoriés sur les manifestes. Des appareils électroniques, des bijoux, de gros liasses d'argent enveloppés dans du plastique et, de manière inquiétante, des preuves suggèrent que ces pièces étaient utilisées pour détenir des victimes de la traite des êtres humains. Le magasin maintenait deux systèmes d'enregistrement distincts. Le premier, un système numérique accessible au personnel et aux auditeurs, enregistrait les articles standards mis en gage avec des codes barres, des identifiants et des valeurs. Le deuxième système, cependant, était bien plus sinistre. Stocké sur des serveurs locaux cryptés et cachés aux yeux de tous, sauf du cercle restreint de Rick, ce système conservait des journaux avec des initiales énigmatiques, des numéros de lot sans description et d'autres entrées liées aux victimes du trafic et aux marchandises illicites. Les procureurs ont ensuite identifié cet inventaire caché comme l'épine dorsale de l'opération de trafic. Ensuite, il y avait les partenaires silencieux ou des hommes qui n'apparaissaient jamais dans l'émission et qui ne leur rendaient jamais visite pendant les heures de bureau. Ces personnes avaient un accès clé au magasin, tenaient des réunions privées avec Rick et utilisaient un langage que les employés avaient été formés pour ignorer. Ils arrivaient après les heures d'ouverture, conduisant souvent des voitures de luxe sans plaque d'immatriculation ou utilisant de faux noms. Le personnel de sécurité avait pour instruction de détourner le regard lors de ces visites, qui se produisaient fréquemment. Rick avait réussi à présenter le prêteur sur gage comme une entreprise légitime et réputée. Son image publique, polie par la série, lui a permis de cacher plus facilement ses activités criminelles. Les forces de l'ordre remettaient rarement en question ses pratiques commerciales car, en apparence, elles semblaient impeccables. Il payait des impôts, soutenait des œuvres caritatives locales et semblait être un membre net de la communauté. Mais la vérité était bien plus sombre. Pendant que les clients troquaient des souvenirs de guerre et prenaient des selfies avec Rick, à huis clos, des vies étaient détruites. Le FBI a découvert que certains objets de grande valeur exposés à la vente étaient en réalité des espaces réservés au trafic de paiement. Un collier évalué à 84 000 $, par exemple, n'était pas destiné à être vendu au sens traditionnel du terme. Au lieu de cela, il s'agissait d'une transaction codée à un paiement pour le trafic d'êtres humains. Pendant des années, le magasin a servi de plaque tournante secrète pour des activités criminelles. Les images de sécurité, une fois examinées par des experts légistes, ont révélé des dizaines d'interactions entre Rick et des trafiquants connus. Leurs conversations étaient brèves, toujours conduites à voix basse et se terminaient souvent par une poignée de main secrète, un signe de tête subtil ou le battement d'une pièce de monnaie contre le comptoir en verre. Ce qui semblait être des échanges inoffensifs n'étaient en réalité que des signaux codés confirmant des transactions illégales. Même le spectacle lui-même avait été transformé en arme. Les titres des épisodes, les dates de diffusion et les ordres de scène ont été stratégiquement conçus pour correspondre aux dates de livraisons illégales ou d'autres activités illicites. L'émission qui divertissait des millions de personnes était devenue un manuel de jeu pour le crime organisé, les touristes passant sans le savoir des messages et des enveloppes entre Rick et ses associés criminels, croyant qu'ils ne faisaient que livrer du courrier à leurs fans.
Il ne s'agissait plus seulement d'une histoire de prêteur sur gage, il s'agissait d'un vaste empire criminel qui opérait sous les radars depuis bien trop longtemps. Et à mesure que l'enquête du FBI s'approfondissait, il devenait clair que l'ampleur réelle de l'opération de Rick Harrison était bien plus grande et bien plus dangereuse que quiconque aurait pu l'imaginer. Les visiteurs étaient souvent involontairement utilisés pour transporter de petits objets d'un endroit à un autre, le tout sous couvert d'aider avec les accessoires du spectacle. Ces échanges apparemment innocents se sont révélés plus tard comme faisant partie d'un trafic beaucoup plus vaste et sinistre, masqué par le chaos des activités quotidiennes du prêteur sur gage. Lorsque le FBI a finalement perquisitionné l'établissement, ce qu'ils ont découvert a confirmé tous les soupçons les plus sombres qui s'étaient développés tout au long de leur enquête. Derrière les murs du prêteur sur gage, ils ont découvert de fausses cloisons, de faux coffres-forts, des compartiments cachés et des comptoirs secrets. Un réseau de serveurs souterrains dédiés aux communications cryptées, des livres anciens aux pages évidées contenant des registres financiers, le plus accablant de tous, plusieurs cartes d'identité de personnes disparues cachées dans un coffre-fort sous le registre principal. Le prêteur sur gage d'or et d'argent, autrefois célébré comme l'étrange bizarrerie de l'Amérique, s'était transformé en une entité monstrueuse, dissimulée derrière une façade souriante. Ce n'était plus un marché d'objets de collection, mais un centre de misère, un refuge pour les criminels. Rick Harrison était allé bien au-delà de la dissimulation de ses activités illégales, il les avait intégrées à l'infrastructure même de son magasin. Il avait construit un empire dans l'empire, masqué par sa renommée et alimenté par la souffrance humaine. Au fur et à mesure que les enquêteurs creusaient plus profondément, il est devenu clair que le magasin lui-même était devenu un récit de tromperie. Les sols grinçants, les murs qui absorbaient les cris et les comptoirs qui cachaient les transactions illicites, tous avaient été complices du maintien d'un mensonge si élaboré qu'il avait trompé non seulement les touristes et les téléspectateurs mais aussi les autorités fédérales pendant plus d'une décennie. Autrefois symbole de l'agitation américaine, le magasin était désormais bouclé par du ruban jaune, entouré d'agents fédéraux et de spécialistes légistes en combinaison de protection contre les matières dangereuses. Les fenêtres, autrefois remplies de curiosités, regardaient désormais dans un vide étrange. À l'intérieur, les agents ont continué leur processus minutieux consistant à éliminer les couches de poussière et de tromperie, découvrant une vérité écœurante après l'autre. Le prêteur sur gage d'or et d'argent n'a jamais été qu'une simple entreprise, il a été l'épicentre d'un réseau criminel qui entra à jamais la ville de Las Vegas. Le blanchiment d'argent, de par sa nature même, prospère dans l'ombre. Il opère à la vue de tous, intégré dans des activités qui semblent légitimes à première vue. C'est un jeu complexe de chiffres, de manipulation et de déguisement astucieux. Mais dans le cas de Rick Harrison, le blanchiment d'argent n'était pas qu'une réflexion secondaire ou un projet parallèle. C'était l'élément vital d'un empire criminel. Lorsque le FBI a commencé à examiner les finances de Rick, ils ne savaient pas qu'ils étaient sur le point de découvrir les strates complexes de la fraude. À première vue, tout semblait en ordre, les déclarations de revenus, les archives publiques, les redevances télévisées et les ventes de marchandises étaient toutes irréprochables. Cependant, sous ces documents superficiels se cache un énorme écosystème de tromperie. Un réseau tentaculaire de fausses factures, de clients fabriqués de toutes pièces, de stocks inexistants et d'employés fantômes, tous conçus pour canaliser les profits illégaux vers des revenus nets et déclarables. Le plan était d'une simplicité sournoise mais brillamment exécutée. Au cœur de tout cela se trouvaient des transactions fantômes ou des ventes qui n'ont jamais eu lieu. Rick et son équipe ont créé un réseau complexe d'acheteurs et de vendeurs fictifs. Des objets tels que des guitares vintage, des pièces de monnaie rares, des armes anciennes et des documents historiques ont été achetés et vendus sur papier des centaines de fois. Ces articles apparaissaient dans le système d'inventaire du magasin, avec des descriptions détaillées et des étiquettes de prix, mais ils n'étaient jamais physiquement présents. Les mouvements des objets ont été suivis grâce à des documents falsifiés, souvent accompagnés d'images falsifiées ou de matériel promotionnel qui était déjà apparu dans des épisodes de Étoile de Pion. Ces fausses transactions servaient de couverture à d'importantes sommes d'argent illicites entrant et sortant de l'entreprise. L'argent provenant du trafic, des jeux illégaux et d'autres activités du marché noir était déguisé en paiement d'objets rares. Ces ventes ont été réalisées par des acheteurs fictifs de fausses sociétés, des individus utilisant de fausses identités ou des clients étrangers sans aucun dossier traçable. Une fois les fonds entrés dans le système, ils étaient déclarés comme revenus imposables et le magasin payait juste assez d'impôts pour éviter tout soupçon. Le reste était acheminé vers des comptes bancaires légitimes sous diverses dénominations commerciales. À partir de là, il pourrait être utilisé pour des investissements, des produits de luxe, des biens immobiliers ou d'autres entreprises criminelles. Les opérations de Rick s'étendaient bien au-delà de Las Vegas.
Il avait mis en place un réseau de sociétés écrans, dont la plupart n'existaient qu'en ligne. Ces entreprises disposaient de sites web d'aspect professionnel, complets avec des listes de produits, des témoignages de clients et des formulaires de contact. Mais aucun d'entre eux n'a jamais expédié quoi que ce soit. Ils n'ont pas répondu aux appels ni entretenu d'entrepôts physiques. Ils existaient uniquement dans le but de déplacer de l'argent. Une entreprise, un soi-disant distributeur d'antiquités basé en Floride, a traité plus de 3,8 millions de dollars d'achats sur 14 mois mais aucune livraison n'a été effectuée. Une autre société, une fausse maison de vente aux enchères au Royaume-Uni, a signalé de nombreuses transactions avec le prêteur sur gage de Rick, tout impliquant des œuvres d'art rares qui n'avaient jamais été cataloguées par une institution légitime. Les enquêteurs ont découvert que l'adresse de l'entrepôt indiquée sur le site internet de l'entreprise était en réalité un hangar abandonné derrière une station-service. Le cheminement de la tromperie était stupéfiant. Dans un cas, une montre de poche des années 1920 aurait été vendue 5 fois en une seule semaine, à chaque fois à un acheteur différent dans 4 pays différents. Les documents semblaient convaincants au numéro de série, certificat d'évaluation et même manifeste d'expédition mais la montre n'a jamais bougé. Ce n'était rien de plus qu'un espace réservé au blanchiment d'argent, transféré d'un compte bancaire à un autre. La complexité du stratagème le rendait presque impossible à détecter car il était intégré aux activités légitimes du prêteur sur gage. Rick n'a pas blanchi de l'argent de manière isolée, il l'a intégré aux opérations quotidiennes du magasin. Cela lui a permis de cacher le blanchiment à la vue de tous, en utilisant de vrais employés, de vrais systèmes et de vrais comptes bancaires pour traiter ces fausses transactions. Un ancien comptable a révélé que le magasin utilisait 2 systèmes comptables différents, un pour les audits publics et un autre système caché, protégé par mot de passe, utilisé uniquement par des personnes sélectionnées pour suivre la véritable situation financière. Ce n'était pas seulement de l'argent qui passait par le prêteur sur gage. Les actifs aussi. Rick recevait fréquemment des biens volés, des objets acquis par fraude ou trafic. Ces objets seraient expertisés puis achetés par l'une de ces fausses entreprises à des prix gonflés. Cela lui a permis de blanchir les biens volés et de les passer en perte déductible fiscalement. Si l'article ne se vendait pas, il pouvait simplement le réclamer comme perte. S'il se vendait, il pourrait la noter et le retourner en privé. L'aspect le plus effrayant de toute cette opération, cependant, était son lien avec la traite des êtres humains. Les paiements effectués via le prêteur sur gage sont souvent alignés sur le mouvement des personnes à travers les frontières. Par exemple, la vente d'une épée de la guerre civile pour 50 000 $ correspondait exactement au moment où un groupe de victimes de la traite était transporté d'Europe de l'Est vers le Nevada. Une tendance inquiétante est apparue. Certains types d'articles étaient codés pour différents types d'activités de trafic. Les bijoux masquaient souvent les opérations de trafic d'enfants. Les pièces de monnaie étaient liées au trafic de main-d'œuvre adulte. Les artefacts et les armes à feu étaient associés au transport illégal d'armes. Même les prix étaient codés, des nombres ronds ou des séquences de chiffres spécifiques signifiaient l'âge, le sexe ou l'origine des individus victimes de la traite. Le service expédition du magasin était également complice de ce stratagème. Les cartons étiquetés comme des antiquités fragiles ont été envoyés vers des entrepôts anonymes à travers le pays. À l'intérieur, les autorités ont trouvé des liasses d'argent liquide, des passeports contrefaits et des clés USB contenant des registres de trafic. Dans certains cas, des boîtes ont été interceptées et contenaient des traceurs GPS ou des téléphones à graveur, des outils couramment utilisés par les trafiquants pour surveiller leurs victimes. Rick a pris grand soin de garder son nom hors de toute implication directe dans l'opération de blanchiment d'argent. Son rôle a été soigneusement dissimulé par des procurations, des fiducies et des façades commerciales. Mais son empreinte numérique a été sa perte. Des emails récupérés sur des serveurs cryptés le montraient donner des ordres directs à ses lieutenants. Un message disait simplement « Faites passer les chaises via le compte du Texas. Remettez les acheteurs sous envie-import. Gardez le silence. » Chaise était une référence codée aux victimes. Un autre email effrayant disait « Nettoyez les livres avant chaque trimestre. » Pas de sang cette fois. L'ampleur de l'opération était stupéfiante. Sur une période de 5 ans, les experts judiciaires ont estimé que l'opération de blanchiment de Rick avait traité près de 80 millions de dollars. Moins de 20% de cet argent pouvait être attribué à des entreprises légitimes, le reste circulant via des dizaines de comptes dans plus de 14 pays, dont beaucoup avaient des réglementations bancaires faibles ou des liens connus avec des syndicats de trafiquants. Même les événements caritatifs ont été récupérés à des fins de blanchiment d'argent. Rick a organisé des collectes de fonds pour des causes telles que les anciens combattants, la préservation historique et les refuges locaux.
Mais ces événements visaient à gonfler le nombre de dons, masquant ainsi les mouvements de fonds illicites. Lors d'une vente aux enchères caritatives télévisée, 250 000 $ auraient été collectés pour un refuge local. Cependant, les dossiers ont révélé que seulement 8 000 $ ont effectivement été versés à la cause, le reste disparaissant grâce à des vendeurs factices et aux honoraires de consultants. Les dépenses personnelles de Rick étaient également étroitement liées à l'opération de blanchiment d'argent. Vacances de luxe, jets privés, propriétés offshore, tous ont été financés par de fausses dépenses professionnelles liées aux prêteurs sur gage. Il a classé les voyages en Colombie comme des acquisitions historiques, les séjours à Monaco comme des réunions avec des clients et les locations de yachts comme des évaluations d'inventaire mobile. Lorsque la situation financière complète a finalement été dévoilée, l'ampleur des opérations de Rick Harrison a stupéfié même les enquêteurs les plus chevronnés. Ce qui avait commencé comme des mesures d'économies occasionnelles s'est transformé en un processus quotidien et systématique d'activités financières criminelles. Le prêteur sur gage n'était plus seulement un endroit pour acheter et vendre des antiquités, c'était devenu le cœur battant d'un empire criminel tentaculaire. Rick Harrison n'a pas simplement blanchi de l'argent, il a perfectionné l'art. Ce qui a rendu cette opération d'autant plus effrayante, c'est qu'elle n'a pas été réalisée seule. Il avait de l'aide des banquiers, des comptables, des avocats dont certains étaient sciemment complices, tandis que d'autres fermaient les yeux sur ses actes. Ils lui ont tous permis de diriger son empire sans contrôle pendant des années. Les institutions chargées de détecter les activités suspectes ont lamentablement échoué. Les agences de régulation, influencées par la renommée de Rick et son image publique apparemment impeccable, ont choisi d'ignorer les signes avant-coureurs. C'était la tempête parfaite, un visage familier, une entreprise glamour, une façade soigneusement construite de divertissement et de nostalgie qui a gardé le public accro. Mais comme cela arrive souvent, la vérité ne peut pas être cachée pour toujours. Lorsque les dossiers financiers ont finalement été examinés, lorsque les fausses ventes et les acheteurs fantômes ont été révélés, et lorsque chaque dollar a été retracé jusqu'à sa sinistre source, la vérité est devenue indéniable. Rick Harrison n'avait pas seulement fait fortune grâce à son prêteur sur gage et au charme familial, il avait bâti un empire grâce à l'argent du sang. Et maintenant, la piste de l'argent sale menait directement à la prison. Le terme « traite des êtres humains » évoque souvent des images d'opérations clandestines obscures, de régions déchirées par la guerre ou de villes lointaines en proie à la criminalité et à la corruption. Cela évoque rarement l'image des centres commerciaux de Las Vegas ou le sourire joyeux d'une personnalité de la télévision qui a passé des années à évaluer des bandes dessinées et des souvenirs de la guerre civile. Pourtant, à mesure que l'enquête sur Rick Harrison s'approfondissait, la situation est devenue douloureusement claire, le monde avait, sans le savoir, observé un trafiquant se faisant passer pour un homme d'affaires, un criminel se cachant à la vue de tous. Il était un courtier en vies humaines, dissimulé derrière des objets vintage et des lumières de scène. La première preuve solide des liens de Rick avec des réseaux de trafiquants ne provenait pas d'une opération d'infiltration. Il provenait d'une unité de stockage. En fouillant une propriété moins connue louée par une société écran en Arizona, des agents fédéraux ont découvert bien plus que de simples antiquités. Ils ont trouvé des cartons remplis de documents, de photographies, de cartes d'identité, de passeports étrangers et de dossiers médicaux. Mais ceux-ci n'étaient pas liés à des objets historiques ou à des ventes légitimes. Il s'agissait de dossiers de personnes pour la plupart mineures, certaines répertoriées comme personnes disparues et d'autres sans aucun historique traçable. Ce qui était encore plus inquiétant, c'était l'état des documents. Certains étaient catalogués avec des initiales codées, des numéros et des dates. Un dossier contenait la photo d'une adolescente, dont le nom était inconnu, avec un post-it indiquant « Envoi R, 2e semaine, mars ». Une autre présentait une série de photos d'un garçon, clairement terrifié, avec des notes détaillant son poids, son âge et l'expression « entraînement incomplet ». Lorsque les agents ont découvert ces dossiers, ils sont restés sans voix. Ce qu'ils avaient découvert était plus qu'un simple registre, c'était un catalogue de vies humaines. Une archive d'âmes achetées, vendues, déplacées et jetées, avec les empreintes digitales de Rick partout. Peu de temps après, le FBI a réexaminé les entretiens avec les victimes sauvées lors d'opérations antérieures. Beaucoup de ces personnes ont décrit avoir été temporairement détenues dans de grandes pièces remplies de boîtes poussiéreuses ou d'espaces froids ressemblant à des magasins, mais sans fenêtres. Plusieurs ont décrit un homme chauve avec une barbiche, un sens de l'humour étrange, qui leur rendait visite de temps en temps, ne parlait jamais directement, mais faisait toujours un signe de tête aux autres avant de partir. Ce qui semblait initialement être des témoignages vagues et déconnectés a été réanalysé à la lumière de ces nouvelles preuves, révélant un schéma inquiétant.
Rick Harrison ne blanchissait pas seulement de l'argent pour des réseaux de trafiquants, il était profondément impliqué dans leurs opérations. Il était coordinateur logistique, directeur financier, facilitateur et parfois participant actif. L'un des éléments de preuve les plus accablants provenait d'une victime nommée Amara, qui avait été secourue 2 ans plus tôt lors d'un raid coordonné dans le Nevada. À l'époque, Amara, 17 ans, était portée disparue depuis près de 6 mois. Au début, elle avait trop peur pour parler. Mais lorsqu'on lui a montré une série de photographies après l'arrestation de Rick, elle s'est figée et a pointé du doigt Rick sans hésitation. C'est l'homme. L'homme avec le presse-papier. Sa déclaration à elle seule n'aurait pas suffi à le condamner, mais elle correspondait à d'autres témoignages, preuves matérielles et horodatage avec une précision étrange. Les enquêteurs ont rapidement confirmé que plusieurs victimes étaient passées par des installations liées aux sociétés écrans de Rick, notamment des entrepôts, des maisons abandonnées et même des logements temporaires déguisés en centres de stockage d'antiquités. Il ne s'agissait pas d'incidents isolés, mais d'éléments d'un réseau de trafic plus vaste et coordonné que Rick avait contribué à bâtir au fil des années. La véritable horreur de l'opération a commencé à prendre forme. Les victimes, souvent issues de populations vulnérables telles que les fugueurs, les migrants et les toxicomanes, ont été attirées par de fausses offres d'emploi ou des opportunités de mannequins, ou, dans certains cas, par la coercition directe. Une fois pris, ils étaient photographiés, étiquetés et intégrés à un système de vente fonctionnant sous couvert de commerce légitime. Le prêteur sur gage de Rick a servi à plusieurs fins dans ce projet. Ce n'était pas seulement un endroit pour marchander des antiquités, c'était un point de rencontre, un lieu où les acheteurs pouvaient acheter des articles codés en référence à des vies humaines. Les échanges se faisaient sous forme d'énigmes, de conversations voilées de double sens, tandis que les touristes parcouraient inconsciemment les produits vintage. Il servait également de porte d'entrée vers la traite, un lieu où les victimes pouvaient être stockées, évaluées ou transférées. Une survivante a décrit avoir été détenue dans un placard aux murs épais sous le magasin, son histoire a été confirmée lorsque les agents ont trouvé des espaces insonorisés lors de leur raid. Elle se souvient avoir entendu des gens marcher au-dessus d'elle, des touristes, des enfants, des employés sans se rendre compte que, quelques mètres en dessous d'eux, elle attendait d'être vendue. Ce que les enquêteurs ont ensuite découvert, ce sont des manifestes de transport, des listes de location de véhicules, des réservations de vol et même des charters de jets privés financés par les sociétés de Rick. Ce n'étaient pas des vacances, c'étaient des routes de trafic. Les filles ont été transportées par avion à travers les États sous de fausses identités. Les garçons traversaient les frontières cachés dans des camions de meubles. Chaque mouvement était chronométré pour coïncider avec les fausses ventes d'antiquités. Rick a pris soin de ne jamais signer directement. Au lieu de cela, il a eu recours à des mandataires et à des coordinateurs pour que ses empreintes digitales ne figurent pas sur les documents. Mais sa voix pouvait être entendue dans les messages vocaux, ses instructions étaient intégrées dans les emails et son approbation était codée dans des signatures numériques. Lors d'une découverte particulièrement effrayante, une vidéo a fait surface montrant Rick debout dans un entrepôt, dirigeant les travailleurs pendant qu'ils chargeaient des caisses. Plus tard, les autorités ont découvert que l'une de ces caisses contenait une jeune femme droguée, elle a survécu, mais d'autres n'ont pas survécu. Le FBI a également découvert un lieu de sépulture derrière l'une des propriétés de la société écran de Rick, où les restes de 3 personnes, toutes âgées de moins de 21 ans, ont été retrouvés. Le site était marqué par une pierre gravée de chiffres correspondant au code de transaction du système financier caché de Rick. Il ne s'agissait plus d'un cas de blanchiment d'argent, mais d'un réseau de souffrances humaines, de tromperies et de meurtres. La tragédie s'est encore aggravée lorsque les dossiers dentaires ont identifié l'une des victimes comme étant un adolescent porté disparu depuis 3 ans. Sa dernière localisation connue ? Las Vegas. Au fur et à mesure que l'enquête se déroulait, il est devenu évident que Rick n'opérait pas seul. Son réseau était étendu, couvrant plusieurs pays, avec des connexions avec des trafiquants du monde entier. La technologie qu'il utilisait pour rester connecté, applications de messagerie, téléphone avec graveur et même compte sur le dark web, le ramenait directement à lui. Interpol est immédiatement contacté et les ambassades alertées, car l'affaire prend une véritable dimension internationale. Plusieurs ressortissants étrangers liés à l'opération de Rick ont été arrêtés, mais de nombreux autres ont disparu dans l'ombre. L'image publique soigneusement cultivée de Rick servait cependant non seulement de bouclier, mais aussi d'arme. Son statut de célébrité lui a permis de détourner les soupçons, de désarmer les critiques et de maintenir sa façade de philanthrope. Il a organisé des tournées pour les jeunes placés, des événements caritatifs pour des organisations de lutte contre la traite, tout en dissimulant les preuves de sa propre implication dans les crimes même qu'il prétendait publiquement combattre.
L'ironie était trop grotesque et stupéfiait même les procureurs les plus chevronnés. La découverte la plus effrayante est peut-être venue des messages récupérés sur les appareils personnels de Rick, des phrases courtes et énigmatiques qui ne concernaient pas l'inventaire de l'entreprise mais des vies humaines. Des phrases telles que « trop jeune »,« renvoi »,« silencieux pour l'instant »,« s'entraîner d'abord »,« ne parle pas anglais »,« parfait », étaient des marqueurs effrayants des véritables relations commerciales de Rick. Un échange particulièrement poignant s'est démarqué. Un trafiquant d'Europe de l'Est a demandé à Rick s'il pouvait déplacer rapidement 3 filles. Rick a répondu, seulement 2 d'entre eux ont un acheteur qui attend à Cali. Nous paierons en échange d'antiquités. Ce qui était autrefois une transaction ordinaire dans le monde du pion était désormais transformé en quelque chose de bien plus sombre. Les vies humaines étaient devenues des marchandises, échangées et troquées comme n'importe quelle autre possession. Certaines victimes ont été payées en espèces, d'autres en marchandises, Rick les utilisant souvent comme garantie dans ses transactions commerciales. L'enquête a révélé une effroyable vérité. Pendant 7 ans, le réseau de Rick a été lié au trafic de plus de 120 individus, dont 37 mineurs. Le nombre réel était probablement bien plus élevé, car de nombreux autres avaient tout simplement disparu sans laisser de traces. Alors que les enquêteurs contactaient les familles, certaines ont retrouvé leurs proches disparus, tandis que d'autres ont été forcées de faire face à la dure réalité, leurs enfants étaient probablement morts. Cependant, trop de familles se sont retrouvées avec des questions sans réponse. Dans la salle d'audience, l'accusation n'a pas seulement présenté des preuves froides et impersonnelles, elle a présenté des visages, de véritables histoires humaines. Les victimes sont venues à la barre, les survivants ont courageusement raconté leurs histoires déchirantes et les parents ont pleuré en racontant la disparition de leurs enfants. Chaque témoignage était un coup de massue porté à l'empire soigneusement construit de Rick. Et lorsqu'on lui a demandé directement au tribunal s'il avait sciemment participé au trafic d'êtres humains, sa réponse effrayante a été « Oui, je le savais. Je l'ai fait. J'ai aidé à les déplacer. J'en ai profité. » La salle d'audience a été plongée dans le chaos. Il y a eu des halètements, un juré a même dû être excusé sous le choc. Il n'y avait plus de place pour la spéculation. Rick Harrison, l'homme autrefois connu pour son personnage télévisuel de père de famille et d'expert en antiquité, était désormais lié à jamais à l'un des crimes les plus horribles imaginables. Il ne blanchissait pas seulement de l'argent, il blanchissait des vies. Cela a commencé comme n'importe quel autre jour pour Rick. Il s'est réveillé dans sa luxueuse maison de banlieue de Las Vegas, à quelques minutes seulement de son fameux prêteur sur gage. Il a pris un petit déjeuner tranquille dans sa cuisine au comptoir en marbre, a échangé quelques messages informels avec des contacts professionnels et s'est préparé pour une interview plus tard dans la journée sur une nouvelle gamme d'objets de collection vintage. Aux yeux du monde, son empire était toujours florissant. Il traversait sa journée comme un homme qui pensait avoir déjoué tout le monde. Mais ce que Rick ne savait pas, c'est que le FBI le surveillait depuis des semaines, non, pas seulement surveillant, mais planifiant. Ils avaient cartographié chacun de ses mouvements, anticipé ses routines et étaient prêts à frapper. L'opération Glyméphade, une opération interagence, a reçu le feu vert à l'aube. Plus de 40 agents du FBI, de la sécurité intérieure et de la police métropolitaine de Las Vegas étaient prêts à agir. Ils avaient répété chaque étape et il n'y avait aucune marge d'erreur. Rick était dangereux, non pas parce qu'il était armé, mais à cause de l'immense pouvoir qu'il détenait. Si l'opération était compromise, ne serait-ce que de quelques secondes, il pourrait disparaître légalement, voire physiquement. Il pouvait effacer des fichiers, déplacer de l'argent, contacter ses associés et déclencher des sécurités pour contrecarrer l'enquête. L'opération devait être impeccable. À 6h02 précises, les équipes d'intervention ont exécuté le plan. Le premier endroit touché était la maison de Rick. Des SUV noirs banalisés sont descendus dans l'impasse alors que le quartier dormait encore. Sans avertissement, la porte d'entrée a été brisée par un bélier. Des lampes de poche ont traversé l'obscurité tandis que des agents entraient en masse dans la maison, criant le nom de Rick et s'identifiant. Rick, tenant une tasse de café et toujours groggy, se tenait dans le couloir. Pendant un bref instant, il fut confus, pensant qu'il s'agissait peut-être d'une erreur, une équipe SWAT avait envoyé chercher quelqu'un d'autre. Mais alors que les agents l'entouraient et le menottaient, la réalité s'est imposée. Il n'a pas résisté. Alors qu'on lui lisait ses droits, Rick n'a posé qu'une seule question, est-ce qu'il s'agit de choses offshore ou autre chose? Il n'a pas précisé ce qu'était l'autre chose, mais les agents le savaient. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, des agents s'étaient déjà installés dans le prêteur sur gage. Avant le lever du soleil, des agents sont entrés dans le magasin,
armés de mandats de perquisition. Ils ont interrogé des employés, déconnecté des serveurs de surveillance et percé des coffres-forts. Des compartiments secrets ont été découverts derrière des vitrines. Un agent a trouvé une trappe cachée sous le bureau principal, qui menait à une pièce cachée remplie de disques de surveillance et de registres financiers codés. Les preuves dont ils avaient besoin étaient là. Caché sous une zone d'expédition se trouvait un vide sanitaire où des sacs scellés contenant des documents, des photos, des passeports et des reçus ont été découverts. L'air était chargé d'odeurs de moisissure et de poussière, mais les données ont été préservées. Cette zone était dotée d'un système d'alarme, jamais répertorié sur les plans du bâtiment. Si les agents étaient arrivés même un peu plus tard, les preuves auraient pu être détruites à distance. Simultanément, des entrepôts loués sous de faux noms commerciaux étaient déverrouillés. Dans une unité, à seulement 1,6 km du Strip de Las Vegas, les agents ont trouvé des caisses remplies d'argent liquide, de téléphones cryptés et de photos de victimes de trafic. Les vêtements tachés de sang et les équipements de contention suggéraient qu'il ne s'agissait pas seulement d'un endroit pour entreposer des choses, c'était un lieu de torture et de souffrance. Dans une autre unité, déguisée en entrepôt de meubles, les agents ont découvert des chaînes, des flacons de sédatifs non marqués et des effets personnels de personnes portées disparues. Le raid n'était pas seulement une arrestation, c'était le démantèlement d'une horrible opération. Au cours des heures suivantes, d'autres propriétés liées à Rick ont été perquisitionnées. Son bureau privé, un immeuble de grande hauteur enregistré comme cabinet de conseil en antiquité, a été passé au peigne fin à la recherche de données numériques. Les équipes médico-légales ont découvert des disques durs cachés dans les panneaux du plafond, dont l'un contenait des enregistrements de Rick donnant des instructions explicites sur la manière d'intégrer les victimes dans son réseau. Pendant ce temps, Rick, menotté et silencieux, a été transporté dans un centre de détention fédéral. Il ne s'est pas battu ni n'a parlé. Il était assis tranquillement, regardant par la fenêtre, ressemblant à un homme qui savait que l'inévitable était arrivé. L'arrestation a provoqué une onde de choc dans la ville. Les médias se sont précipités pour rapporter l'histoire, des hélicoptères ont survolé le prêteur sur gage et des fourgons de médias installés à l'extérieur du bureau extérieur du FBI. À midi, le visage de Rick était affiché sur les écrans de télévision, non pas en tant que star de Pawn Stars, mais en tant que suspect criminel. Le ministère de la Justice a confirmé qu'il avait été arrêté pour traite d'êtres humains, blanchiment d'argent, fraude électronique et entrave à la justice. L'enquête était en cours et d'autres arrestations étaient attendues alors que des dizaines d'associés de Rick étaient interrogés. Lors d'une conférence de presse, des responsables du FBI ont expliqué comment Rick avait utilisé son statut de célébrité pour couvrir ses crimes. Il ne s'est pas caché dans l'ombre, a déclaré un enquêteur. Il était sous le feu des projecteurs et nous l'avons applaudi. Pendant ce temps, il a construit un réseau d'horreur derrière les applaudissements. Dans le centre de détention fédéral, Rick a été placé sous sécurité maximale. Ses avocats n'avaient pas le droit de retirer aucun matériel de l'établissement, et ses premiers mots à son avocat furent glaçants, « Je vais parler. Donnez-moi juste du temps. » Mais les forces de l'ordre n'attendaient pas. En 48 heures, les comptes bancaires de Rick ont été gelés, les actifs ont été saisis et plusieurs entreprises qui lui étaient liées ont été fermées. Une ligne d'assistance téléphonique a été mise en place pour les victimes potentielles, et des dizaines de personnes ont fait part de récits troublants de leurs interactions avec les opérations de Rick. Le monde de Rick s'effondrait. Les réseaux sociaux, autrefois remplis d'éloges pour ses talents de négociateur et son charme télévisuel, sont rapidement devenus venimeux. Les fans ont exprimé leur indignation, présentant leurs excuses aux victimes qu'ils soutenaient depuis si longtemps. Le public avait été trompé, et maintenant il avait vu la vérité. Le prêteur sur gage de Rick, autrefois symbole de l'agitation américaine, était désormais une scène de crime scellé. Les maréchaux fédéraux avaient verrouillé les portes et les fenêtres étaient recouvertes d'une bâche noire. Ce qui était autrefois un monument de la culture pop est désormais un monument aux secrets les plus sombres jamais cachés derrière un écran de télévision. Rick était assis seul dans sa cellule, privé de sa renommée, de sa fortune et de sa liberté. L'empire qu'il avait construit grâce à la tromperie s'était finalement effondré. Il avait passé des années à acheter et à vendre le passé de l'Amérique, mais il se retrouvait désormais confronté à un avenir dont il ne pourrait jamais sortir par les négociations.